Bon, donc bienvenue dans ce second cours. Je vais vous annoncer le menu de cette séance. Donc en fait, ce sera une séance qui sera un petit peu en deux parties. Une première partie sur transparent et une seconde partie qui sera faite plus au tableau, pour changer un peu. Aujourd'hui, dans la première partie, je vais donc vous parler des équations de base de la réponse linéaire pour le transport de particules et le transport de chaleur dans un thermoélectrique, ou le transport d'entropie, en introduisant les fameux coefficients de Hansager qui permettent d'exprimer tous les coefficients de transport, conductivité, conductivité thermique, coefficient Seebeck, coefficient Peltier. Donc je pensais avoir le temps de faire ça la dernière fois, mais ça n'a pas été le cas. Donc je vais faire ça principalement sur transparent. Et puis, dans une seconde partie, je vais faire en fait de la thermodynamique. On pourrait dire de la bonne thermodynamique du 19e siècle, mais en fait, vous verrez qu'il y a une partie de cette thermodynamique qui en fait est apparue relativement récemment, vers la fin des années 50 du siècle précédent. Donc, d'une manière générale, il s'agit de thermodynamique appliquée à la thermoélectricité, mais qui a une portée plus générale pour tous les processus de conversion d'énergie. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout de cette partie-là, parce que c'est assez long. Je vais la faire au tableau. On en fera une moitié au moins. Et puis, on reprendra ça dans un cours ultérieur, probablement le cours 4, parce qu'au cours 3, je voudrais faire quelque chose qui soit en phase directe avec le séminaire du 10 avril. Donc, voilà un petit peu le menu. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kamran Benia, qui fera le séminaire d'aujourd'hui, qui va nous parler de thermoélectricité, alors sous un angle tout à fait différent de ce qu'on a pu entendre au séminaire de la semaine dernière, qui était un séminaire tourné vers les applications, aussi bien au refroidissement que surtout à la génération. Et à l'extrémité opposée du spectre, je dirais, Kamran va nous montrer comment la mesure des coefficients thermoélectriques, ainsi que des effets thermoélectriques en champ magnétique, est une sonde ultrasensible des propriétés des quasi-particules dans toutes sortes de matériaux, depuis les métaux simples jusqu'aux matériaux à électrons fortement corrélés, une sonde qui nous apporte des informations essentielles sur la physique de ces quasi-particules. Et donc, c'est plutôt de la physique fondamentale de basse température, on va dire. Donc, vous aurez comme ça un petit peu les deux extrêmes du spectre, et puis les séminaires ultérieurs seront plus centrés sur l'aspect matériaux, recherche de matériaux thermoélectriques. Donc je compte beaucoup sur les séminaires de Kamran, parce que ce sera le seul séminaire, je pense, de cette session, au moins pour la partie de cette année, qui va se focaliser sur cet aspect-là de la thermoélectricité. Ça sera également le seul séminaire où vous entendrez parler d'effets thermoélectriques en champ magnétique, que je n'aborderai pas moi-même dans le cours. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces effets-là. Voilà. Bien, alors, donc les équations de transport, tout ce qui va suivre dans tout le reste du cours se placera dans le cadre de la réponse linéaire. Et il faut être un peu prudent dans la manière dont on choisit les variables thermodynamiques, de manière à choisir des paires de variables conjuguées, comme toujours en thermodynamique. Et une manière de faire les choses, c'est de considérer les choses dans l'ensemble grand canonique, de considérer le grand potentiel ou l'énergie libre de Gibbs. En général, je la définirai par unité de volume, donc c'est moins 4p fois le log de la fonction de partition grand canonique. C'est une fonction donc qui est naturellement une fonction de la température et du potentiel chimique. Alors je vais revenir sur cette notion de potentiel chimique un petit peu plus loin. En fait, je vous montrerai qu'il s'agit du potentiel électrochimique du système. Donc une fonction de T et de mu, et éventuellement d'autres variables d'état s'il y en avait. Et par dérivation de ce grand potentiel, ça c'est de la thermodynamique élémentaire, on peut obtenir l'entropie par unité de volume en prenant l'opposé de la dérivée par rapport à la température de ce grand potentiel, et puis la densité de particules, donc, qui est donnée par la dérivée de ce grand potentiel par rapport au potentiel chimique, également avec un signe moins. Et vous voyez que les variables conjuguées naturelles de l'entropie, c'est la température. La variable naturelle conjuguée de la densité de particules, c'est le potentiel chimique. Et donc, on va écrire les équations de la réponse linéaire
en exprimant les courants de ces deux quantités-là, donc le courant de particules Jn et le courant d'entropie Js, qui sont les deux courants dont vous entendrez parler tout le temps dans la suite de ce cours. On va les relier au gradient de ces variables conjuguées, donc le gradient du potentiel chimique ou le gradient de température. On met conventionnellement un signe moins ici, donc on exprime les choses comme une matrice de réponse linéaire par rapport à moins gradient mu et moins gradient t. Et donc ces courants et ces gradients sont reliés dans l'approximation de la réponse linéaire par une matrice de coefficients de Onsager qui, a priori, possède 4 entrées distinctes, des entrées diagonales et puis 2 entrées non diagonales. Et comme la plupart d'entre vous le savent, je pense, en l'absence de champ magnétique, il y a une relation de symétrie, de réciprocité, qui donc a été intuitée, on peut dire, par Kelvin et formalisée par Onsager, qui nous dit que L12 est en fait égal à L21. Alors j'attire votre attention sur le fait que la symétrie L12, L21, elle s'exprime de cette manière très simple, L12 égale L21, uniquement si j'ai pris la précaution de bien définir les variables conjuguées et les courants correspondants. Il y a certains livres où vous trouverez ici, par exemple, le courant de chaleur au lieu du courant d'entropie, qui sont évidemment reliés par un facteur T, et du coup, il y a des facteurs T qui se promènent dans la relation de réciprocité. Voilà. Alors, comme vous allez le voir tout à l'heure dans la partie thermodynamique, il y a en fait des contraintes thermodynamiques très générales qui s'appliquent à cette matrice de coefficients de Onsager. Et dans le cas d'une matrice de 2 comme ici, la positivité de la production d'entropie, c'est-à-dire le second principe de la thermodynamique, impose en fait des restrictions qui sont que les 2 entrées diagonales doivent être positives ou nulles, et d'autre part, le déterminant de la matrice L doit être positif ou nul. Et ça tombe bien parce que, comme vous le verrez, ces quantités sont directement reliées à la conductivité électrique et à la conductivité thermique, qui sont donc des quantités positives. Voilà. Et puis, comme je le disais, la relation de réciprocité en l'absence de champ magnétique appliqué. Donc, la justification de ça, que j'écris simplement ici pour l'instant sans vous en donner une justification, vous allez le voir tout à l'heure quand on calculera la production d'entropie par unité de volume. Alors, un petit mot à propos de cette notion de potentiel chimique. Alors, vous voyez, donc on a affaire à des particules chargées, en l'occurrence des électrons. Et donc, essentiellement, vous voyez que le coût pour ajouter une particule dans le système, c'est le potentiel chimique. Imaginez qu'on définisse cette quantité localement, donc c'est le potentiel chimique local. Mais si cette particule est chargée et qu'il y a un potentiel électromagnétique scalaire, eh bien, l'énergie potentielle correspondante, c'est aussi QV de R, où Q est moins E, la charge des porteurs. Alors, vous voyez que ça veut tout de suite dire que finalement, il n'y a qu'une seule combinaison qui est véritablement pertinente, hein, c'est le potentiel scalaire plus 1 sur Q fois le potentiel chimique local, ou si vous préférez, mu plus QV, et qu'il est impossible de distinguer mu de R et V de R. Ce qu'on mesure toujours, c'est la quantité mu de R plus QV de R. De même que quand on parle de champ électrique, en réalité, c'est moins le gradient de ce potentiel effectif V de R plus 1 sur Q mu de R qu'on mesure toujours. Hein. Donc dans toute la suite, donc cette combinaison-là s'appelle le potentiel électrochimique, et dans toute la suite de ce cours, je ne vais pas prendre la peine de distinguer le potentiel chimique, le potentiel électrochimique. Je vais l'appeler mu, je ne vais pas mettre de barre dessus. Je vais l'appeler mu. Comprenez potentiel électrochimique. Et d'un point de vue pratique, simplement, ça veut dire qu'on peut calculer le champ électrique dans le système comme 1 sur E fois le gradient de mu. Voilà. Donc, ceci pour clarifier et pour ne probablement pratiquement plus en reparler dans la suite, cette notion de potentiel électrochimique. Alors vous voyez ici, il y a des notes un peu détaillées. J'en profite pour annoncer que, une fois n'est pas coutume, en fait, il y a un certain nombre de notes que j'ai pris la peine d'écrire sur la thermodynamique de la thermoélectricité, en m'inspirant de différentes références que j'ai citées dans ces notes, et vous les trouverez sur le site web du cours, en même temps que les slides, et donc, une fois n'est pas coutume non plus, également l'enregistrement vidéo du cours d'aujourd'hui. Bon, donc continuons dans notre exploration des équations de réponse linéaire. Donc tout à l'heure, j'ai pris le soin d'écrire les équations en termes du courant de particules et du courant d'entropie.
mais vous pourriez avoir envie de passer à des variables plus physiques, à savoir la densité de courant électrique et de courant de charge, donc, et la densité de courant de chaleur. Bien, donc pour ça, c'est très simple, il suffit de multiplier par la charge. Donc ici, dans mes notations, Q, c'est moins E positif, moins E la charge de l'électron. Et comme la variation d'entropie, la variation de chaleur est reliée à la variation d'entropie par cette expression, vous voyez que le courant de chaleur, la densité de courant de chaleur et la densité de courant d'entropie sont simplement reliés par ce facteur T. Donc, si vous exprimez JE et JQ, simplement en multipliant par Q et par T là où il faut, vous trouvez cette relation ici. Donc, vous voyez que, par exemple, le coefficient L1, si maintenant on prend comme gradient le champ électrique et moins le gradient thermique, eh bien, il y a ce facteur Q carré ici, etc. Alors, ces équations ici me permettent de définir très classiquement les différents coefficients de transport dont on a parlé dans le cours général de la dernière fois, en regardant les différentes situations physiques qui permettent de les définir. Donc, la conductivité électrique, très classiquement, c'est le cas où il n'y a pas de gradient thermique, hein, il y a juste un champ électrique. Donc vous faites gradient T égale 0, vous voyez qu'il y a une relation linéaire entre la densité de courant de porteur et le champ électrique, et vous en déduisez immédiatement que la conductivité, qui est classiquement définie par J égale sigma E, est donnée par E carré fois le coefficient de Onsager L1, tel que défini dans les slides précédents. Alors, de même, la conductivité thermique. Alors là, j'en avais un peu parlé l'année dernière. Il faut faire attention au fait que la conductivité thermique, c'est une quantité qui est définie en l'absence de courant de particules. C'est-à-dire qu'on applique un gradient thermique, mais on impose également qu'il n'y a pas de courant qui passe à travers l'échantillon. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'annuler le membre de gauche ici, c'est-à-dire de s'assurer qu'on est dans une condition où il y a en fait un champ électrique qui compense le gradient thermique de manière à annuler le courant de particules. On va y revenir dans le cas de la définition du coefficient Seebeck, du pouvoir thermoélectrique, parce que ça, c'est exactement la configuration Seebeck, hein, où on compense le flot de particules grâce à un choix particulier du rapport du champ électrique sur le gradient thermique. Donc vous choisissez ce rapport entre E et gradient T, qui est exactement la condition Seebeck, et vous injectez cette expression dans l'expression du courant de chaleur, et vous obtenez tout de suite que le courant de chaleur est proportionnel à moins le gradient thermique avec un coefficient de proportionnalité qui définit donc la conductivité thermique. Et vous voyez que la conductivité thermique, ce n'est pas seulement L de 2, c'est L de 2 moins cette combinaison, L1,2, L de 1 sur L1,1. Donc vous voyez au passage que cette expression fait intervenir le déterminant de la matrice L, puisque ça c'est le déterminant de la matrice L divisé par L1,1. Comme j'ai dit tout à l'heure que les conditions, le second principe imposait que le déterminant de L soit positif et que L1,1 soit positif, vous voyez que ça impose bien que la conductivité thermique ainsi définie soit positive ou nulle, et puis il y a un facteur T devant cette expression. Donc voilà comment s'exprime la conductivité électrique et la conductivité thermique en fonction des coefficients de la matrice de Onsager. Et on peut faire de même pour le coefficient Seebeck et le coefficient Peltier. Donc la dernière fois, dans le cours d'introduction généraliste, on avait introduit l'effet Seebeck, l'effet Peltier. Donc vous vous souvenez que l'effet Seebeck, c'est l'idée qu'on peut générer une différence de potentiel sous le simple effet d'un gradient thermique dans un conducteur. Donc, de nouveau, on impose cette condition qu'il n'y a pas de transport de particules en étant en circuit ouvert, par exemple, et ceci nous impose une relation bien particulière entre le champ électrique appliqué et le gradient thermique. L'idée est très simple, vous prenez votre système, il y a un gradient thermique, donc il y a une différence de concentration entre le côté chaud et le côté froid, et ceci conduit à l'établissement d'un champ électrique. Si vous êtes en circuit ouvert, les deux choses se compensent de manière à assurer qu'il n'y a pas de passage de particules. Alors ça introduit une relation de proportionnalité entre E et gradient T. Vous prenez cette expression, JE égale 0, et vous voyez tout de suite que ce coefficient Seebeck alpha, c'est L1,2 sur moins E L1, hein, où est la charge de l'électron. Donc voilà le coefficient Seebeck. Et puis de même le coefficient Peltier. Le coefficient Peltier, ça serait donc une configuration où on s'affranchit des effets dissipatifs en mettant gradient T égale 0.
hein, et vous avez à ce moment-là une proportionnalité entre le courant de chaleur et le courant de particules qui définit le coefficient Peltier. Donc vous avez ici gradient T égale 0, vous définissez, il y a une proportionnalité entre le courant de chaleur qui passe de l'échantillon et le courant de particules, et ceci nous définit le coefficient Peltier comme étant T L de 1 sur Q L1, et vous voyez que si vous anticipez la relation de Onsager, L1,2 égale L1 et L2,1, ça veut dire que le coefficient Peltier est relié au coefficient Seebeck par cette expression pi égale T alpha, qui est une des deux relations de Kelvin. On l'appelle en général la seconde relation de Kelvin, vous verrez la première tout à l'heure. Donc, qui est une conséquence directe de la symétrie de la matrice de Onsager. Bien, donc pour avoir une intuition un petit peu plus fine sur ce qu'est véritablement le coefficient Peltier, je crois que j'avais déjà mentionné ça la dernière fois, vous pouvez éliminer le gradient de potentiel électrochimique au profit du courant de particules lui-même. Hein. Et quand vous faites ça, vous obtenez une relation entre le courant d'entropie, donc vous reprenez les équations de la réponse linéaire ici, vous éliminez le gradient mu au profit de JE et de gradient T, et vous reportez dans la seconde équation qui va me donner le courant d'entropie. Et donc vous obtenez la relation suivante, qui est très intuitive, qui dit que l'entropie est transportée de deux manières. D'une part, selon la loi de Fourier, par conduction thermique, hein, qui est le second terme, et d'autre part, il y a un courant de chaleur qui est lié, d'entropie, qui est lié à l'effet Peltier, disons, qui est l'expression ici. Donc vous voyez que ici, si je regarde le courant de chaleur, qui est TJS, le coefficient qui apparaît ici, c'est alpha T, qui est la chaleur Peltier, le coefficient Peltier. Hein. Donc deux termes dans l'expression du courant d'entropie, un terme qui est spécifiquement lié aux effets thermoélectriques et un terme qui est, je dirais, la loi de Fourier. Voilà, donc ceci justifie qualitativement le fait que le coefficient Seebeck peut être vu comme le transport d'entropie par unité de porteur de charge, hein, qui est un argument intuitif que j'avais utilisé la dernière fois pour très très simplement établir l'expression du coefficient Seebeck en termes, dans des cas simples comme un métal ou un semi-conducteur. On reviendra dans la suite du cours sur une dérivation beaucoup plus précise de ces expressions, mais intuitivement, cette simple observation que le coefficient Seebeck était le transport d'entropie par unité de charge, disons, nous avait permis d'établir des expressions simples pour le cas d'un métal ou pour le cas d'un isolant dopé. Alors, toujours pour finir de définir cette matrice de coefficients, on peut vouloir définir une matrice de conductivité, hein, un petit peu plus physiquement, qui va nous relier le courant, la densité de courant électrique et la densité de courant de chaleur au champ électrique et à moins le gradient thermique. Et ceci va très naturellement nous définir la matrice de conductivité sigma. Et vous voyez que la matrice de conductivité, eh bien, ces entrées ici, c'est tout simplement la conductivité électrique, alpha fois la conductivité électrique. Ici, il y a un facteur T à cause de la relation pi égale T alpha de la relation de Kelvin. Et puis, vous voyez qu'ici, je peux réexprimer l'entrée qui est là, donc l'entrée diagonale correspondant au courant de chaleur de la matrice de conductivité, et que ça ne va pas être directement la conductivité thermique, puisque la conductivité thermique, ce n'est pas L de 2, mais c'est L de 2 moins L1,2 carré sur L1, ce qui nous permet de réexprimer cette entrée comme la conductivité thermique fois 1 plus Z bar, où Z bar, c'est la figure de mérite sans dimension du matériau qu'on avait déjà vu la dernière fois. Z bar, c'est donc alpha carré sigma sur kappa fois T, qui est une quantité sans dimension. C'est celle qui intervenait dans le calcul simple qu'on a fait la dernière fois de l'efficacité d'un réfrigérateur Peltier. Et donc, vous voyez que cette quantité intervient ici, et je reviendrai par la suite sur le sens général en fait, de cette figure de mérite sans dimension comme étant la constante de couplage naturelle qui régit les processus de conversion d'énergie. Hein, on va voir ça tout à l'heure dans la partie thermodynamique du cours.
Alors je note au passage que le déterminant de cette matrice sigma, très intuitivement, est simplement le produit de la conductivité électrique et de la conductivité thermique. Quand vous calculez le déterminant, vous voyez que les termes en z bar ici et en alpha disparaissent et il me reste juste sigma kappa, ce qui est très, très simple à retenir. Le déterminant de cette matrice, c'est sigma kappa. Voilà, alors quelques ordres de grandeur et quelques dimensions d'abord caractéristiques. Donc une conductivité, ça a une dimension, une résistivité, ça a une dimension ohm mètre ou ohm centimètre, d'accord? Donc conductivité ohm moins 1, mètre moins 1. Pour fixer les idées, un bon métal, c'est quelque chose qui a une résistivité de l'ordre d'1 micro-ohm centimètre, d'accord, typiquement, juste pour fixer les idées. La conductivité, c'est une des quantités physiques observées dans le monde naturel qui varie le plus par des ordres de grandeur. C'est remarquable comme une conductivité peut varier beaucoup d'un matériau à l'autre. Celle du diamant, par exemple, c'est 10 puissance 20 micro-ohm centimètre. Donc, vous voyez qu'il y a 20 ordres de grandeur de variation entre un très bon isolant et un très bon métal. Le coefficient Seebeck, c'est quelque chose qui est le rapport d'un champ électrique à un gradient thermique. Donc, c'est quelque chose qui a la dimension d'un champ électrique fois une longueur divisée par une température, ce qui n'est autre qu'une énergie divisée par une température. Et donc, au final, c'est quelque chose qui s'exprime naturellement en une unité de kB sur E. On avait vu ça la dernière fois. J'avais expliqué, par exemple, que pour un métal, eh bien, le coefficient Seebeck, c'était kB sur E fois essentiellement le rapport de la température à la température de Fermi. Et il est important d'avoir en tête, pour toute la suite de ce cycle de cours, le fait que kB sur E, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 86 microvolts par Kelvin. Voilà, donc ça c'est le nombre qu'il faut retenir. Ça, je l'ai entouré là. 86 microvolts par Kelvin. Donc un bon métal, c'est quelque chose qui a un coefficient Seebeck très 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 inférieur à ça, quelques microvolts par Kelvin. En revanche, un matériau thermoélectrique, disons, d'usage pratique, c'est quelque chose qui va avoir plusieurs fois kB sur E, peut-être 200, 300 microvolts par Kelvin, quelque chose comme ça. On peut, comme je l'avais expliqué la dernière fois, évidemment avoir des bons isolants dans lesquels le coefficient Seebeck est nettement plus grand que 86 microvolts par Kelvin, peut-être 500, 1000 microvolts par Kelvin, mais dans ce cas-là, on aurait un isolant à grand gap avec une conductivité catastrophique et donc un facteur de puissance alpha carré sigma très mauvais, d'où ce compromis entre conductivité et coefficient Seebeck. Mais voilà le nombre qu'il faut retenir, qu'il faut avoir en tête pour la suite de ce cours. Et puis la conductivité thermique, c'est quelque chose qui s'exprime en watts par mètre par Kelvin. Et là aussi, c'est une quantité qui varie beaucoup, alors sur moins d'ordre de grandeur que la conductivité thermique. Et bon, j'ai mis quelques ordres de grandeur ici. On reviendra dans la suite un peu plus tard dans la suite de ce cours sur la question de la conductivité thermique et probablement aussi dans le cycle de l'année prochaine, comment mieux contrôler la conductivité thermique des systèmes qui est vraiment au cœur des problématiques récentes sur les matériaux thermoélectriques d'intérêt actuel. Alors j'ai emprunté quelques transparents ici au site du GDR thermoélectricité sur lequel il y a des quantités de cours extrêmement utiles, voilà, qui vous montrent la conductivité thermique d'un certain nombre de matériaux. Donc vous voyez, depuis pour des isolants, quelque chose comme 0,1 watts par mètre par Kelvin, jusqu'à pour des métaux de très bonne conductivité, ou bien pour le diamant, ici aussi, qui est un des meilleurs conducteurs thermiques connus. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'échelle de variation de cette quantité-là. Alors, j'ai parlé de la figure de mérite sans dimension, et je voudrais revenir brièvement sur cette notion. Vous allez voir qu'en réalité, quand on parle de thermodynamique de conversion d'énergie, la quantité qui intervient réellement comme constante de couplage naturel entre les deux processus qu'on considère, donc ici transport de particules et transport de chaleur, eh bien, c'est en fait pas exactement la figure de mérite des thermoélectriciens, mais c'est plutôt ce rapport qui est L12 sur la racine carrée du produit, donc la moyenne arithmétique, non, comment s'appelle celle-là? Oui, arithmétique, c'est ça? Je confonds toujours les deux.
du produit des deux coefficients diagonaux de la matrice de Onsager. Donc c'est vraiment cette quantité-là qui intervient comme mesure de l'efficacité de couplage entre ces deux processus. Alors comme le déterminant de L est positif, vous voyez que ça veut dire que cette constante de couplage G, c'est quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1. Et si vous réexprimez G en termes de la figure de Merritt, vous trouvez cette relation. G carré, c'est Z bar sur 1 plus Z bar. Donc effectivement, la figure de Merritt des thermoélectriciens est directement liée à cette constante de couplage. Et vous voyez que si je prends un matériau dont la figure de Merritt sans dimension Z bar est petit, ça veut dire que cette constante de couplage G est petite, donc que la conversion d'énergie est très difficile. Si vous prenez un matériau dont la figure de Merritt sans dimension est très grande, si vous prenez la limite Z bar tend vers l'infini, je vous rappelle que les matériaux d'intérêt pratique actuels sont entre Z bar légèrement supérieur à 1, eh bien, ça correspondrait à la limite où G tend vers 1. Et ça, c'est un matériau ou un système où les deux processus sont très fortement couplés, plus fortement couplés possible. Et on verra que quand on raisonne en termes d'efficacité de conversion d'énergie, cette limite correspond à l'efficacité de Carnot. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je dirais ça, c'est ce qui est fait en général en thermoélectricité, et ça, c'est quelque chose qui est plus général, de portée plus générale, qui s'appliquerait à n'importe quel processus de conversion d'énergie. Et vous allez voir comment cette constante de couplage intervient en fait naturellement dans la thermodynamique de ces processus. Voilà, donc ça clôt un petit peu la partie de ce cours que je voulais faire sur transparent. Et maintenant, je vais vous parler de thermodynamique de la thermoélectricité en procédant au tableau, parce que je pense que c'est plus facile de suivre un petit peu les raisonnements quand on le fait de cette manière que de faire tout sur transparence qui risque d'être un petit peu endormant. En fait, j'ai beaucoup bénéficié de différentes lectures pour préparer cette partie et les notes également sur la thermodynamique des thermoélectriques. Il y a de très bons articles de revue par Christophe Goupil sur la thermodynamique de la thermoélectricité. Il y a aussi un très beau cours du GDR thermoélectricité sur le sujet. Et puis, il y a un certain nombre d'articles très utiles, un article de Vandenbroek dans PRL, un article de Jeff Snyder sur l'efficacité thermoélectrique, différents autres articles dans la littérature ou même livres dans la littérature sur la thermodynamique hors d'équilibre. Et vous retrouverez toutes ces références au moins toutes les listes choisies de références que j'ai utilisées personnellement pour préparer le cours, dans les notes qui seront donc sur le web. Alors, je vais essayer de changer l'éclairage comme ceci. Voilà, pour que vous puissiez suivre plus facilement au tableau. Alors, je mets ici des formules qui sont celles auxquelles je voudrais aboutir, pour que vous puissiez savoir où on va aller. Donc, le but qu'on se donne ici, c'est d'établir l'expression, dans un premier temps, du taux de production d'entropie par unité de volume. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Et on peut partir de la manière suivante. Donc, si vous avez une quantité phi quelconque, quantité thermodynamique, bon, ça va être essentiellement ici l'entropie, qui sort d'un certain volume V par transport, eh bien, d'une manière générale, l'équation de conservation de cette quantité, l'équation de continuité, qui assure que ce qui sort du volume, eh bien, c'est ce qu'on retrouve à l'extérieur du volume. Ça va être quelque chose comme ça. Si j'appelle phi, petit phi, comme ça, la densité volumique de cette quantité, donc telle que si je fais l'intégrale de cette densité, je trouve la quantité en question dans le volume donné, eh bien, l'équation de conservation, très classiquement, c'est quelque chose qui me dit que la variation de la densité volumique par unité de temps, plus la divergence du courant associé à cette quantité phi, est égale au taux de production intrinsèque par unité de volume et par unité de temps des phi dt. Alors vous voyez que si c'est une quantité conservée,
par exemple le nombre de particules, eh bien le membre de droite est nul, on ne crée pas de particules intrinsèquement, d'accord, et donc l'équation de continuité ou de conservation, très classiquement, ce serait en l'occurrence dn dt plus divergence de Jn égale 0. En revanche, si on parle d'une quantité où il peut y avoir production de cette quantité par unité de volume, par unité de temps, comme par exemple l'entropie, puisque le second principe nous dit qu'il y a production d'entropie, elle peut être nulle dans un processus réversible, mais elle est en général positive dans un processus irréversible, eh bien le membre de droite, ça va être précisément la densité d'entropie produite par unité de temps. Donc, si je prends le nombre de particules, la conservation me dit dn dt plus divergence de Jn égale 0. Si je prends l'entropie, eh bien l'équation va me dire ds sur dt, plus, où S est la densité volumique d'entropie, plus divergence de JS, où JS est le courant d'entropie, égale le taux de production d'entropie par unité de temps, qui est donc intrinsèquement lié au processus irréversible. Et dans le cas d'un processus réversible, le membre de droite doit être nul. Bon. Alors donc, ce que je voudrais faire, c'est établir la valeur de ce membre de droite pour le courant d'entropie. Alors pour ça, j'utilise deux choses. J'utilise d'une part la conservation de l'énergie interne, premier principe de la thermodynamique, et la conservation du nombre de particules. Donc si j'appelle U la densité volumique d'énergie, eh bien, et de même JU le courant, la densité de courant d'énergie, eh bien, cette quantité-là va satisfaire du dt plus divergence de JU égale 0. Ça, c'est la conservation de l'énergie, au même titre que la conservation du nombre de particules, qui est dn dt plus divergence de Jn égale à 0. Alors, je peux maintenant me rappeler de la relation qui existe entre l'énergie interne, l'entropie et le nombre de particules, et ça c'est simplement l'expression du premier principe. TdS, c'est la variation de chaleur, et mu dn, ça va être le travail. Donc ceci me permet de dire que le courant d'énergie, JU, eh bien c'est TJS plus mu Jn. Donc je peux calculer divergence de JU grâce à cette relation ici, et j'obtiens finalement que ds dt, donc qui est la variation totale par unité de temps de la densité volumique d'entropie, est donc égale, comme vous le voyez ici, à 1 sur T du dt, moins mu sur T, la température dn dt. J'utilise dans le membre de droite ces deux relations de conservation, et donc vous obtenez moins 1 sur T, divergence du courant d'énergie, plus mu sur T, divergence du courant de particules. Alors je peux transformer un petit peu cette expression en faisant sortir les gradients à gauche pour obtenir moins divergence de 1 sur T JU moins mu sur T Jn. Et puis, je dois compenser par les termes supplémentaires que j'ai fait ainsi apparaître. Et donc, vous avez ici plus JU, gradient de 1 sur T, plus mu sur T, pardon, plus Jn, gradient de moins mu sur T. Alors vous voyez qu'ici, j'ai reconstitué ainsi quelque chose qui est précisément la densité de courant d'entropie, puisque ici, JS, c'est 1 sur TGU moins mu sur TJN, donc ça c'est précisément la densité de courant d'entropie, JS. Et puis je peux faire le même exercice ici, réexprimer JU en fonction de JS. Et à la fin, j'obtiens l'expression qui est la première expression encadrée au tableau ici, qui établit donc que T fois ds dt
plus divergence de JS est égal à JS produit scalaire moins gradient T plus JN produit scalaire moins gradient mu. Donc ça, c'est l'expression qui régit la densité volumique de production d'entropie par unité de temps, unité de volume. Et vous voyez que comme ceci serait nul dans le cas d'un processus réversible, eh bien le membre de droite doit être associé intégralement au processus irréversible. C'est-à-dire en particulier, si vous réexprimez toute cette quantité à droite en utilisant les équations de la réponse linéaire, eh bien vous devez obtenir, vous le savez physiquement avant d'avoir fait le calcul, vous devez obtenir à droite une expression dans laquelle n'interviendront que les composantes dissipatives de la matrice de Ronsager, à savoir la conductivité électrique et la conductivité thermique, par exemple le chauffage par effet Joule, et pas le coefficient Seebeck. Alors on va voir ça dans un instant, effectivement ça marche comme ça. D'une manière générale, ce que vous avez ici à droite, c'est quelque chose qui est le produit des courants par les gradients des quantités conjuguées à, respectivement, ici vous voyez S est conjugué à T, comme on l'a vu tout à l'heure, donc vous avez ici le produit du courant, le produit scalaire du courant par le gradient de la quantité conjuguée, de même le produit scalaire du courant par le gradient de la quantité conjuguée, et ça c'est une équation qui est complètement générale dans la thermodynamique des processus hors d'équilibre. Le taux de production d'entropie par unité de temps irréversible est donné par le produit scalaire du courant et des gradients, ou des forces généralisées, comme on dit, et des courants. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer avec ça plus précisément? Si vous calculez cette quantité à droite, en utilisant maintenant les équations de réponse linéaire, donc on va utiliser que la matrice des courants JN, JS, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la matrice L, fois la matrice le vecteur des gradients, qui va être moins gradient mu, moins gradient T. Donc je vais appeler ce vecteur ici G. G, donc c'est le vecteur des gradients, moins gradient mu, moins gradient T. Vous réinjectez ça dans l'expression de droite, et vous trouvez comme ça que ds dt, production irréversible, c'est-à-dire le membre de droite de cette expression, ici, est égal à 1 sur T, G, L, G, ou transposé de G, LG, pour ceux qui aiment une écriture légèrement différente. Alors vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement général, qui va être vrai pour n'importe quel processus de conversion d'énergie. Là, on l'a pour n'importe quel processus de transport en thermodynamique hors d'équilibre. Je l'ai établi là dans le cas d'une matrice 2,2 avec un gradient thermique et un gradient de potentiel chimique, mais ça a une portée beaucoup plus générale. Et la contrainte du second principe, qui me dit que ceci est positif ou nul et nul pour un processus réversible, impose donc, puisque ça doit être vrai pour tout gradient, pour tout vecteur de gradient, impose donc que la matrice L soit semi-définie positive, de manière qu'on soit certain que quel que soit G, ce taux de production d'entropie est positif ou nul. Alors ceci me dit, pour une matrice de 2, une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice L soit semi-définie positive, c'est précisément que L1 soit positif ou nul, L de 2 soit positif ou nul, et le déterminant de L soit positif ou nul, d'où les contraintes qui sont en fait celles du second principe de la thermodynamique que j'exprimais tout à l'heure. Donc ces contraintes sont réellement liées au second principe de la thermodynamique. Alors vous pouvez aussi réexprimer le membre de droite explicitement
cette fois, non pas en fonction des gradients, mais en fonction des courants, qu'on peut toujours éliminer au profit des gradients en inversant cette expression. Hein. G, c'est L-1 fois le vecteur de courant. Je peux substituer ça dans le membre de droite, ici, et tout réexprimer en fonction des courants, de particules et d'entropie. Et quand vous faites ça, vous trouvez que cette quantité ici, donc je devrais prolonger ça, j'ai noté que ceci était positif ou nul, hein. Et quand vous réexprimez cette équation à droite ici, vous trouvez que c'est égal à la résistivité, donc 1 sur sigma, fois le carré de la densité de courant de porteur, ça c'est JE, plus kappa sur T fois gradient T carré. Et cette équation est extrêmement intuitive du point de vue physique, puisqu'elle vous dit précisément que les processus réversibles ont disparu de mon membre de droite. Il n'y a que le taux de production d'entropie irréversible lié à la production d'entropie par effet Joule, qui est évidemment ce terme ici, que vous reconnaissez, ρJ2, hein, et puis la production d'entropie liée à la conduction de chaleur, donc à la conduction de Fourier. Donc ceci, c'est, encore une fois, le taux de production d'entropie irréversible. Je peux vouloir revenir à l'équation qui est là, qui me dit que T ds dt plus T divergence JS égale ds dt irréversible, hein, et réexprimer cette fois ds dt, c'est-à-dire le taux de production volumique d'entropie totale. Alors pour faire ça, il suffit que je calcule la divergence de JS, donc ça ce serait le taux de production volumique d'entropie totale. Pour faire ça, il suffit de calculer divergence de JS. Donc je vais arriver je pense que c'est l'équation suivante que je vais vous mettre pour que vous sachiez où on va. Voilà. Donc finalement, je veux obtenir cette équation-là, qui est le taux de production de chaleur par unité de volume, unité de temps, total. Donc pour faire ça, je calcule divergence de JS. On a vu tout à l'heure l'expression du courant d'entropie en termes du courant et du gradient thermique. Donc je vais choisir cette expression-là pour calculer ça. Donc ça, c'est divergence de alpha JE, où alpha est le coefficient Zibek, moins divergence de kappa sur T gradient T. Alors, vous calculez ces différents termes. Vous voyez qu'il y a 4 termes. Il y a un terme JE gradient de alpha, qui est donc la variation du coefficient Zibek à l'intérieur du matériau. Le coefficient Zibek dépend de la température et du potentiel chimique, qui eux-mêmes vont dépendre du point, puisqu'il y a un gradient thermique, par exemple. Donc, a priori, le coefficient Zibek va varier quand on bouge dans le matériau. Moins kappa sur T, Laplacien T, moins 1 sur T, gradient kappa, plus kappa sur T2, gradient T carré. Alors, vous mettez tout ça ensemble, donc vous prenez ce terme et vous l'ajoutez à celui-ci, hein, de manière à calculer directement ds dt, ou si vous voulez plus précisément dq dt, qui est la variation par unité de temps de la densité volumique de chaleur, hein, donc qui serait T ds dt. Et vous trouvez l'expression suivante, ρ JE carré, moins T JE produit scalaire gradient alpha, plus kappa Laplacien de T, plus gradient T gradient kappa. Alors ça, c'est une expression qui est exacte et qui fait intervenir la variation des coefficients de réponse, comme la conductivité thermique et le Zibek, quand on se déplace dans le matériau, ce qui est souvent fait dans les livres, mais en fait c'est une approximation. Hein. Ça consiste à supposer qu'on est dans un système où on a un gradient uniforme de température, auquel cas ce terme est nul, puisque gradient T est constant, et également à supposer que les coefficients thermoélectriques ne dépendent principalement que de la température et faiblement de la concentration locale, ou que le gradient de concentration est faible. Et à ce moment-là, vous pouvez approximer
cette expression sous la forme qui est écrite ici. Et donc je mets approché, parce qu'à mon avis, cette expression est approchée. Donc il y a un terme qui correspond à l'effet Joule. Il y a un terme qui est la variation de la conductivité thermique par rapport à la température fois le carré du gradient T. Et puis il y a un terme important qui fait intervenir le produit scalaire du courant, la densité volumique de courant, et du gradient thermique. Donc ce terme-là, c'est celui sur lequel je vais attirer votre attention. Je pense très honnêtement que cette équation, qui est souvent écrite dans les livres avec un signe égal, est en réalité une approximation, que la vraie expression elle est ici, elle est un peu plus complexe. Ceci est une approximation, et elle correspond à ce qu'on appelle l'effet Kelvin, c'est-à-dire que si je ne change pas le gradient thermique dans mon système, je peux changer le signe de ce terme ici, c'est-à-dire avoir soit une production volumique de chaleur, soit une absorption volumique de chaleur, en changeant le signe du courant. Donc vous voyez que ça met bien en évidence le fait que j'ai affaire à un processus réversible, puisque je peux changer son signe en changeant le signe du courant qui passe dans l'échantillon. Et si je fais ça, si je prends soin de le faire à gradient thermique constant, vous voyez que la mesure de cet effet, c'est-à-dire de la différence entre la production volumique de chaleur et l'absorption volumique de chaleur dans une géométrie où mon courant passe comme ça et mon courant passe comme ça, me permet de remonter à ce coefficient ici, qui s'appelle le coefficient Thomson, et qui est relié de manière approchée à la dérivée par rapport à la température du coefficient Seebeck par la relation qui est ici. Cette relation s'appelle quelquefois la première relation de Kelvin. C'est effectivement William Thomson, Lord Kelvin, qui a discuté cet effet pour la première fois. Mais à mon sens, c'est quand même plutôt une relation approchée, à la différence de la seconde relation de Kelvin, pi égale alpha t, qui est ancrée dans le roc de la réversibilité d'Onsager. Voilà. Donc, je crois que je vous ai dit l'essentiel en ce qui concerne les équations locales qui régissent la production d'entropie irréversible, la production de chaleur et la production d'entropie totale. On voit donc que la production d'entropie irréversible, ici, elle ne fait donc intervenir que les processus irréversibles, chauffage par effet Joule, dissipation par conduction thermique, alors que la production d'entropie totale, elle fait intervenir à la fois les processus réversibles et les processus irréversibles, avec en particulier ce terme qui est linéaire dans le courant de particules, indiquant ainsi un processus réversible. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ces idées à la question de l'efficacité de la conversion énergétique. Donc on va faire de la thermodynamique qui va commencer comme de la thermodynamique du XIXe siècle, en rappelant des choses sur l'efficacité d'un moteur de Carnot. Et puis ensuite, on va évoluer vers des choses un petit peu plus récentes. Je ne sais pas si j'aurai tout à fait le temps de finir aujourd'hui, mais sinon, on continuera dans une séance ultérieure. Alors, je vais repasser sur les transparents pour faire ça, pour vous faire un certain nombre de rappels sur, on peut dire, la thermodynamique des moteurs. Donc, encore une fois, là, j'ouvre une page qui est les applications de ces considérations-là, essentiellement sur la production d'entropie, à l'efficacité d'un processus thermoélectrique, mais en réalité, et c'est ça que je trouve assez joli dans tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général que l'application juste au domaine de la thermoélectricité, qui est évidemment importante, mais qui s'applique à toutes sortes de productions de processus de conversion d'énergie. Vous pourrez trouver dans les livres un certain nombre de références qui vous donnent des applications depuis le domaine de la production d'énergie dans la cellule, par exemple, la conversion ADP-ATP, ou bien le réchauffement climatique. C'est le même genre de calcul de thermodynamique qui s'applique. Alors, première chose qu'il faut que je fasse pour ça, c'est vous rappeler des choses de base sur ce qu'est un moteur
et sur l'efficacité de Carnot d'un moteur. Alors, considérons donc un moteur. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur? C'est quelque chose qui utilise une source chaude et une source froide et un réservoir froid. Donc, essentiellement, la source chaude a pour fonction d'injecter une quantité d'énergie, une quantité de chaleur QH. Donc, ici, hot, H c'est hot et C c'est cold, qui injecte une quantité d'énergie QH dans mon moteur. Le moteur convertit cette quantité de chaleur QH en du travail, W, et rejette une partie de cette quantité de chaleur vers l'extérieur, qui est donc un réservoir froid, par exemple l'atmosphère ambiante, à une température TC. Donc voilà essentiellement la schématisation d'un moteur. On convertit QH en QC et W. Et le point crucial, c'est que l'efficacité théorique maximum d'un tel processus est atteinte pour un fonctionnement complètement réversible de ce moteur, c'est-à-dire que le processus est infiniment lent, il n'y a pas de production intrinsèque d'entropie irréversible, le processus est infiniment lent, quasi statique à chaque instant, et Carnot a été le premier à comprendre que c'est dans ce cas-là qu'on avait l'efficacité maximum possible. Comment est-ce qu'on va définir l'efficacité dans ce cas? L'efficacité, c'est le rapport état, donc c'est le rapport du travail fourni par le moteur, W, à la quantité de chaleur extraite de la source chaude, QH. Donc W sur QH définit état, et Carnot nous dit que l'efficacité maximale ne dépend de rien du tout, sauf de la température de la source chaude et de la température du réservoir froid, et est donnée par cette expression très très simple, 1 moins Tc sur Th, et est atteinte pour un processus réversible. Donc voilà l'expression de l'efficacité de Carnot. Alors je note au passage, je vais vous montrer d'où vient cette expression, et je note au passage qu'un tel moteur est un moteur qui, étant réversible, demande donc à agir, à être opéré de manière infiniment lente, et que comme il est opéré de manière infiniment lente, eh bien, il produit une puissance qui est nulle. Donc l'efficacité de Carnot, c'est peut-être l'efficacité maximale, effectivement, mais c'est un moteur qui produit une puissance nulle. On peut donc vouloir aborder le problème différemment et réfléchir à l'efficacité en fonction de la puissance fournie, et par exemple calculer l'efficacité à puissance maximale fournie. Ce sera peut-être une estimation plus fiable de comment fonctionne un processus de conversion d'énergie qui puisse être utilisé en pratique. Alors ça, curieusement, puisque Carnot c'est 1824, très tôt, bien avant véritablement une conceptualisation claire de la thermodynamique, j'y reviendrai dans la suite, mais curieusement, ce calcul de l'efficacité à puissance maximale, c'est 1957. Donc vous voyez que ça a mis quand même beaucoup de temps à être fait, et c'est quelque chose, je vais y revenir en détail dans la suite, qui est dû à deux personnes, Paul Chambadal, qui est un ingénieur, qui est l'auteur d'un certain nombre de livres que vous pouvez trouver dans les bibliothèques, dont un petit livre que j'ai réussi à trouver, il est très difficile à trouver, il est ici, voilà, c'est le petit livre rouge de Paul Chambadal, qui s'appelle « Les centrales nucléaires » 1957, et dans lequel, pour la première fois, est fait ce calcul de l'efficacité à puissance maximale. Et puis, exactement au même moment, en Union soviétique, M. Novikov, qui s'intéresse également à l'efficacité des réacteurs nucléaires, eh bien, effectue le même calcul et calcule l'efficacité à puissance maximale. Donc vous voyez comment ce domaine de la thermodynamique et des processus de conversion d'énergie est intrinsèquement lié aux problématiques de la technologie du moment, puisque les machines à vapeur, 1824, Carnot, et les centrales nucléaires au début des années 50. Alors en fait, ce calcul de Chambadal-Novikov a été redécouvert bien plus tard, dans les années 70, par messieurs Curson et Alborn, qui ont écrit un article dans American Journal of Physics, qui a beaucoup popularisé cette efficacité de Chambadal-Novikov, qui s'appelle quelquefois efficacité de Curson-Alborn, mais la vraie paternité, c'est Chambadal-Novikov. Bon,
donc voilà pour ces points un petit peu historiques. Et maintenant, je vais vous montrer l'argument de Carnot, si j'arrive à remettre la lumière sur le tableau. Et puis ensuite, je pense que j'aurai le temps, en prenant quelques minutes supplémentaires, de finir sur Chamberlain-Novikov, et là, une fois ultérieure, on appliquera tout ça au cas d'un thermoélectrique. Donc, efficacité de Carnot. Alors, le raisonnement de Carnot, le raisonnement historique, je vous avoue que je n'ai pas été le regarder. Le raisonnement que je vais faire ici est évidemment alimenté par tout le développement et la conceptualisation de la thermodynamique. Et je vais vite parce que je suppose que tout le monde connaît ça. Il utilise le premier principe. Le premier principe me dit que l'énergie totale est conservée, donc que la chaleur fournie par la source chaude est entièrement convertie en travail et en chaleur rejetée vers l'atmosphère froide. Alors je peux calculer également la variation d'entropie du moteur. Et cette variation d'entropie, delta S, du moteur, c'est donc l'entropie reçue en provenance de la source chaude. Je vais supposer que mon moteur opère à température constante de chaque côté. Donc c'est simplement à ce moment-là la quantité de chaleur divisée par la température de la source chaude, moins l'entropie cédée à l'atmosphère froide, qui va donc être moins QC sur TC. Bien, alors, muni de ces deux choses, je peux donc exprimer l'efficacité eta, défini donc comme le rapport du travail fourni à la chaleur injectée en provenance de la source chaude, comme étant, à cause du premier principe, 1 moins QC sur QH. Et vous voyez effectivement que si j'ai un processus réversible, c'est-à-dire que le processus s'effectue à entropie constante, delta S égale 0, eh bien ce rapport QC sur QH est donné par TC sur TH, je fais delta S égale 0 ici, et vous obtenez donc que l'efficacité d'un processus réversible, c'est 1 moins TC sur TH. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un raisonnement très simple vous convainc que c'est également l'efficacité maximum possible. Alors voilà donc un schéma qui représente un cycle de Carnot réversible donc dans le plan entropie-température. Ça, ce serait pour un moteur qui procède par compression et détente, la même chose dans le plan pression-volume. Donc vous voyez qu'ici, il y a un processus isotherme, puis il y a ensuite un processus isentropique, un autre processus isotherme, un processus isentropique. Et ici, j'ai représenté exactement le cas d'un processus de Carnot où delta S égale 0. Et vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, l'interprétation géométrique du travail et de la chaleur est très simple. Le travail, c'est le QH total fourni par la source chaude, c'est l'air de ce rectangle ici. Le QC rejeté vers la source froide, c'est l'air de ce rectangle-là. Et donc, ce qu'on récupère en termes de travail, c'est la différence, c'est-à-dire cette aire blanche. Alors maintenant, vous pouvez facilement vous convaincre que c'est le mieux qu'on puisse faire. Pourquoi? Si vous considérez un cycle quelconque dans le plan température-entropie de cette manière-là, eh bien, vous voyez que le cycle que suit le système ne peut pas descendre en dessous de la température de la source froide, ni monter au-dessus de la température de la source chaude. Ça, c'est le second principe qui me dit ça. Je ne peux pas extraire de la chaleur d'un système plus froid que moi, ni rejeter de la chaleur vers un système plus chaud que moi. Donc, ce cycle doit rester entièrement entre ces deux lignes horizontales TC et TH. Et donc, le problème, c'est de maximiser l'aire relative de cette aire blanche par rapport à l'aire totale, ici, blanche plus rose, qui est QH total.
Et donc c'est tout à fait clair que la forme géométrique de cette aire blanche qui réalise le maximum, eh bien c'est le rectangle, hein, où je vais faire descendre la partie basse de ce cycle selon la ligne ici à température constante de la source froide et monter cette partie haute à température constante à la température de la source chaude. Hein. Donc ça c'est un argument géométrique très simple qui vous montre qu'effectivement l'efficacité maximale obtenue, c'est celle du processus réversible de Carnot. Encore une fois, ce processus réversible de Carnot produit une puissance nulle. Donc, pour estimer la puissance d'un processus de conversion d'énergie ou d'un moteur, par exemple, en pratique, un moteur qui va, on peut l'espérer, produire une puissance finie, eh bien, il faut dépasser cette image de Carnot. Et alors, au passage, donc, quand même quelques notes biographiques sur Sadi Carnot. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Donc, Sadi Carnot, qui est quand même vraiment un précurseur de la thermodynamique, avant sa conceptualisation vraiment par des gens comme Clausius, Kelvin, Joule, etc. Eh bien, Sadi Carnot, donc, polytechnicien, officier, mort très jeune, le voilà représenté dans son uniforme de polytechnicien, produit essentiellement un texte scientifique qui sont les réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, 1824, dans lequel il établit cette efficacité maximale et l'importance de la manière dont elle est atteinte pour les processus réversibles. Au passage, Sadi Carnot n'est pas à confondre avec l'autre Sadi Carnot, qui est président de la République française, tous descendants de Lazare Carnot, grand révolutionnaire, homme d'État et aussi mathématicien et physicien, un des fondateurs de l'école polytechnique. Donc voilà, Sadi Carnot. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que l'efficacité d'un moteur qui produit une puissance finie, eh bien, peut être estimée, donc c'est le critère de Shambhadal-Novikov, sous certaines hypothèses, qui sont quand même des hypothèses, disons, peut-être un peu restrictives, mais sous certaines hypothèses, par l'expression suivante, qui ne fait intervenir également que la température de la source chaude et de la source froide. Et cette efficacité, dite de Shambhadal-Novikov, elle est établie quand on considère ce qu'on appelle un moteur endoréversible, qu'on peut schématiser de la manière suivante. Donc vous voyez, ce qu'il faut dépasser, c'est ce qu'il faut introduire en fait, c'est la dissipation d'énergie entre le moteur ou l'entité qui effectue la conversion d'énergie et les sources. Donc ce qu'on appelle un moteur endoréversible, c'est un moteur qui va fonctionner de manière réversible de manière interne, mais qui est couplé à ses sources par des processus dissipatifs. Alors le processus dissipatif le plus simple qu'on peut considérer, c'est le fait qu'il y a une conductance thermique finie entre la source, les réservoirs et le moteur. Et donc ici, on va considérer la source chaude dans laquelle de la chaleur est injectée dans le moteur, mais il y a une conductance thermique finie de ce contact, et de même, il y a une conductance thermique finie cassée pour rejeter cette chaleur vers la source froide, et puis le moteur lui-même va fonctionner de manière réversible avec production de travail. Alors ici, comme maintenant on a une conductance thermique finie, la température de la source chaude est différente de la température interne chaude de fonctionnement du moteur à l'entrée de chaleur. Donc je vais distinguer TH et T interne H, hein, qui est la température de fonctionnement du moteur côté chaud, et de même T interne cold, température de fonctionnement interne du moteur côté froid. Donc je prends quelques minutes de plus pour vous montrer ce petit calcul de Shambhadal-Novikov, de manière qu'on finisse ce cours sur une conclusion claire. Donc ce que fait la manière la plus simple finalement d'établir cette expression,
vous pouvez trouver dans le livre de Callan, par exemple, mais qui est aussi essentiellement ce qui est fait dans l'article de Curson et Alborn que je mentionnais tout à l'heure, c'est tout simplement d'écrire une équation de réponse linéaire pour le transfert de chaleur par unité de temps en provenance de la source chaude, comme étant la conductance thermique, KH, fois TH, moins T interne H, et de même, Q.cold égale KC, cette fois T interne cold moins TC. Donc ça, c'est essentiellement la même chose que d'écrire que le taux de production de chaleur, c'est K fois le gradient de température. Hein. Et donc vous voyez que si je suppose qu'on fonctionne à température constante, comme je l'avais fait avant, eh bien ça veut dire que le temps nécessaire pour injecter cette chaleur QH dans ma cellule, dans mon moteur, eh bien c'est QH sur KH, TH moins TIH. Et donc vous voyez qu'ici s'introduit une notion nouvelle qui est le temps nécessaire pour effectuer la conversion d'énergie, pour opérer mon système. Alors ça, en fait, ça ouvre sur un domaine qui s'appelle la thermodynamique à temps fini, qui est un domaine qui s'est pas mal développé depuis une vingtaine d'années, je dirais, et qui fait encore l'objet de pas mal de publications, et qui est basé donc sur cette idée que quand on commence à considérer un processus avec de l'irréversibilité, eh bien, on peut regarder le comportement du système à temps fini. Alors de même ici, le temps nécessaire pour rejeter cette chaleur vers la source froide, ça va être QC sur KC TIC moins TC. Donc vous voyez que le temps nécessaire pour opérer mon moteur, si je suppose qu'il n'y a pas d'autres échelles de temps dans le système, eh bien ça va être la somme de ces deux temps. Et maintenant, je vais utiliser deux choses. Je vais utiliser d'une part le premier principe. Donc il me dit, comme avant, que W, c'est QH moins QC. Et d'autre part, je vais utiliser le caractère endoréversible, c'est-à-dire réversible à l'intérieur, de manière interne du moteur, qui va me dire que eh bien, le moteur fonctionne à l'efficacité de Carnot, c'est-à-dire que W sur QH va être égal à 1 moins cette fois TIC sur TIH, et non plus TC sur TH comme avant. D'accord ? Donc vous utilisez ces deux expressions, et vous pouvez facilement calculer la puissance délivrée par mon moteur comme étant simplement le rapport du travail sur le temps nécessaire pour produire ce travail. Et quand vous déroulez tout ça, vous obtenez à partir de cette expression une expression très simple qui est XHTH moins XCTC. Je vais vous définir ce que c'est que XC et XH dans une seconde, divisé par XH sur KH 1 moins XH plus XC sur KC XC moins 1, où j'ai défini XH et XC comme étant tout simplement le rapport de la température interne à la température de la source, et de même XC égale TIC sur TC. Cette quantité est plus petite que 1, cette quantité est plus grande que 1. Donc vous avez ici une expression de la puissance en termes de XC et de XH, et ici de même, vous voyez que c'est 1 moins TC sur TH qui serait l'efficacité de Carnot, mais multiplié, ce rapport étant multiplié par XC sur XH. Alors maintenant, vous voyez très bien le jeu qu'on va jouer. On a ici l'expression de la puissance en termes de ces deux variables sur lesquelles je peux faire une optimisation. Hein. Donc je vais maximiser cette puissance par rapport à XH et XC. Vous calculez simplement les deux dérivés que vous annulez. Et vous trouvez comme ça les valeurs de la température interne par rapport à la température de la source qui maximise
la puissance délivrée par le système. Et quand vous faites ce calcul, eh bien, vous trouvez les résultats qui sont ici, c'est-à-dire que de manière remarquable, l'efficacité à puissance maximale ne dépend pas des conductances thermiques. Les conductances thermiques s'éliminent complètement, et vous trouvez une expression qui, je dirais, a presque autant de généralité que l'expression de Carnot, puisqu'elle ne fait intervenir que Tc sur Th. Alors, on a quand même fait un certain nombre d'hypothèses. On a fait une hypothèse d'endoréversibilité du processus, et on a fait également une hypothèse sur le type de processus irréversible qu'on considérait. Dans d'autres types de processus irréversibles, il n'y aurait peut-être pas tout à fait le même côté magique que toutes les conductances, les coefficients microscopiques disparaissent. Mais sous cette hypothèse, on trouve cette expression assez magnifique qui est que le 1 moins Tc sur Th de Carnot est remplacé par 1 moins racine de Tc sur Th, donc évidemment une efficacité plus faible, mais qui, cette fois, est l'efficacité d'un moteur qui me délivre quelque chose, qui me délivre une puissance finie. Et donc c'est assez remarquable que cette expression date de 1957 seulement, donc plus de 130 ans après le travail de Carnot. La puissance maximale délivrée par mon système, elle, évidemment, dépend des conductances thermiques. Elle est donnée par l'expression qui est ici, que vous obtenez simplement, une fois que vous avez calculé les valeurs optimales de ces paramètres, en les réinjectant dans cette expression-ci. Alors, si vous ouvrez l'article de Curson et Alborn, vous verrez qu'il est dit sur 3 exemples dans cet article, alors je ne sais pas quel degré de généralité ça a, qu'effectivement, cette estimation est une estimation beaucoup plus réaliste, disons, de l'efficacité de centrales thermiques, par exemple, observées en pratique. Donc ici, ils ont pris 3 exemples. Bon, c'est un article ancien, il y a certainement beaucoup d'autres comparaisons qui ont été faites depuis. Vous voyez la comparaison pour un réacteur nucléaire, une centrale thermique, une centrale géothermique. Vous voyez qui opère donc entre des températures de sources chaudes et de sources froides très différentes. Eh bien, vous voyez ici une comparaison entre l'efficacité de Carnot, l'efficacité qu'on appellerait donc maintenant l'efficacité de Chambadal-Novikov et l'efficacité observée en pratique. Donc vous voyez qu'effectivement, l'efficacité de Chambadal-Novikov donne une description beaucoup plus fiable de l'efficacité observée en pratique pour ces systèmes, ce qui veut dire que ces systèmes ne fonctionnent pas loin, ou pas trop loin, de la puissance maximum, ce qui après tout est rassurant. Bon, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en termes de thermodynamique un petit peu générale. La prochaine fois, non, probablement pas la prochaine fois, probablement dans 2 cours, donc le 17 avril, on appliquera ces notions-là en utilisant ce que j'ai fait sur l'aspect local de production d'entropie à la conversion d'énergie thermoélectrique. Et on pourra comme ça, par exemple, pour vous mettre un petit peu en appétit, on pourra comme ça établir ce genre de courbe qui me donne l'efficacité relative par rapport à l'efficacité de Carnot d'un processus thermoélectrique en fonction du rapport de la puissance à la puissance maximale et calculer en fonction de la figure de mérite, d'une part, l'efficacité maximum possible, donc quelque chose comme ça, et d'autre part, l'efficacité à puissance maximale, donc la généralisation au cas d'un processus thermoélectrique de cette efficacité de Chambadal-Novikov. Dans le cas d'un processus thermoélectrique, je n'ai pas un système endoréversible, puisque mon petit matériau qui convertit l'énergie ne fonctionne pas à la limite de Carnot. C'est justement le sens de la figure de mérite qui n'est pas infinie. Donc ce n'est pas un système endoréversible. Il nous faut donc généraliser un petit peu ce calcul au cas où la figure de mérite de mon moteur est elle-même finie. Et c'est ça qui aboutit à ce genre de courbe ici, dont on verra le sens, je pense, au 4e cours, parce qu'au 3e cours, je vais plutôt vous parler de calculs simples, dans des limites simples, des coefficients thermoélectriques pour des matériaux fortement corrélés. Comme ça, ce sera en ce qu'on appelle la formule de Heikes et ses applications. Comme ça, ce sera en liaison directe avec le séminaire de Sylvie Hébert pour les oxydes, sur les oxydes, qui aura donc lieu le 10 avril.
je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.